Ça y est, on est en Russie. On vient de passer la frontière. Ça y est, on y est, la Russie. On vient tout juste de passer la frontière et on a le sourire jusqu'aux oreilles. Heureux, excité, prêt à se lancer dans cette folle traversée, 6500 km à moto jusqu'en Géorgie. On s'imagine déjà les paysages, les rencontres, l'aventure. Sauf que, un voyage ça commence souvent par une claque, et la Russie va pas tarder à nous la donner. Mais avant de t'embarquer dans tout ça, laisse-moi te raconter la fin de la Mongolie. La Russie ça va être cool, ça va être un peu speed, on va beaucoup rouler. Et moi j'ai hâte d'y aller. On peut rentrer en Russie au-dessus d'Oulan-Bator avec un e-visa. Par contre pour sortir c'est en Géorgie. À l'autre bout. Donc la Géorgie c'est très loin, c'est 6500 km et on a un visa de 15 jours. Donc ça c'était la première emmerde. La deuxième emmerde c'est que j'ai envie de réitérer l'exploit de la Finlande et du début du Népal. C'est-à-dire que je vais donner la caméra à Mathilde, caméra micro. Parce que moi je voyage pour vous montrer le monde, vous le partager. Mais aussi on est deux donc c'est cool si Mathilde elle peut aussi donner son avis et puis compléter ce que je vois ou développer certaines choses. C'est toujours intéressant pour vous. Allez, donc je suis désolé mais cet épisode c'est Mathilde à la caméra. Bouffon on veut. Avant qu'on file en Russie, laisse-moi t'embarquer dans ma dernière journée en Mongolie. Cette fois, c'est moi qui raconte, parce qu'Hugo a carrément séché cette partie de l'aventure. Et ouais, aujourd'hui c'est moi derrière la caméra et on va faire un petit tour. Alors on va commencer ce matin, vu qu'il n'y a pas grand monde, par la fameuse statue qu'est Gengis Khan là. Et aussi aujourd'hui je suis toute seule parce que Hugo il voulait pas faire de cheval. Et normalement après on va faire du cheval. Et donc je suis avec un guide qui s'appelle Andy. Hyper cool. Et donc voilà. Pen name, it's not your real name, no? Yeah, my real name is Anda. Ah, Anda. Anda. It means friend. Ok. It means actually it's more than friend. It's best friend. Kind of. Andy, mon guide, c'est un mec super cool. Première étape, la célèbre statue de Gengis Khan. 50 mètres de haut, tout en acier inoxydable, construit pour fêter les 800 ans de l'unification de l'Empire mongol. Franchement, ça en impose. Et puis c'est aussi un spot touristique. Suffit de voir le nombre d'autocollants collés dans l'ascenseur pour s'en rendre compte. Des baroudeurs du monde entier sont passés par là. On fait un tour du musée, l'occasion pour moi d'apprendre, ou plutôt de réapprendre, plein de choses sur la vie mongole. Bon alors il y a Andy qui vient de m'expliquer qu'en fait les Mongols c'était des féministes avant l'heure parce que même sous l'empire de Gengis Khan en fait les femmes elles avaient un rôle important parce que vu que tous les mecs ils partaient à la guerre pour aller récupérer des territoires un peu partout là, jusqu'aux portes de l'Europe. Et ben pendant ce temps-là, en fait, bon, en vrai c'était déjà le cas, mais juste on le disait pas. Mais en fait les femmes, elles s'occupaient de tout pendant ce temps-là. Donc se déplacer les troupeaux, etc., gérer les affaires. Même il vient de m'expliquer que c'était la mère de Gengis Khan qui gérait les trucs quoi. Voilà, donc les Mongols étaient des féministes avant l'heure. Et toc, de toute façon, c'est ma journée, je peux dire ce que je veux. Après avoir admiré Gengis Khan sous toutes ses coutures, on reprend la voiture. Je ne veux pas déjeuner. Direction le countryside, comme dit Andy, pour un incontournable en Mongolie qui me tenait à cœur, monter à cheval. Bon bah ça y est, je suis sur mon cheval, il s'appelle Bear. Et oula, et ben c'est parti. Bon je pense qu'il est habitué à suivre en fait, hein, parce que là, il suit juste l'autre cheval. Oh putain, heureusement que j'ai plus d'abdos, je sais pas comment je vais tenir sur le cheval là. Bah voilà, c'est parti. Je pense qu'il est bien éduqué, Bear. Bon, je sais pas à quel point je me sens vraiment hyper à l'aise en fait sur mon cheval. Et bon, en gros, le monsieur, il tient le truc là. Donc voilà. Ok. Ok. Bon voilà. Je sais pas à quel point ça va être une partie de plaisir. Le cheval à côté, on dirait un peu moi, il avance tout en pétant.
C'est peut-être ma soeur ou mon frère, je sais pas. Au milieu de la randonnée, petite postée, dans un resto qui ressemblait plus à un chalet suisse qu'à une yourte mongole. Et pour finir cette journée d'immersion, on est allé voir le temple Aryabal. Perché au milieu des montagnes, on y accède en gravissant 108 marches. Le temple est conçu pour représenter la tête d'un éléphant, symbole de sagesse et de mémoire dans le bouddhisme. Construit au cœur des falaises et des forêts de pins, c'est un lieu calme, reposant, où les gens viennent méditer. Voilà ma journée à moi. Maintenant je vais retrouver Hugo, parce que c'est l'heure de filer vers la Russie. Et entre nous, je suis quand même beaucoup plus à l'aise sur une moto que sur un cheval. Voilà, on attend Hugo parce que c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude de mettre le GPS. Donc forcément il est un peu handicapé là. Parce que ça il sait pas faire. Je t'ai dit de raconter des choses intéressantes. Et toi tu te fous de ma gueule. Bah oui, parce que forcément il a pas l'habitude de faire le GPS. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah son téléphone il est pas chargé. Généralement, il a pas non plus téléchargé les cartes sur Osman, parce que c'est moi qui lui ai téléchargé sur Osman la carte de la Mongolie pour qu'il ait. Allez, t'es prêt? T'as mis tes bouchons d'oreille? Est-ce que t'as mis tes bouchons d'oreille? Bravo. Allez, c'est parti. Allez, on prend la route. Oh là. Putain, c'est un peu technique cette histoire de double caméra là. Donc voilà, donc après quasiment 3 semaines en Mongolie, eh bien on quitte le pays. On va passer la frontière avec la Russie là au nord. Donc là on a à peu près 350 km jusqu'à la frontière. C'est que je peux me regarder, me mater, et en même temps je vois Hugo dans son rétro qui se fout de ma gueule parce qu'il me surveille. Il est tout le temps en train de surveiller ce que je fais quoi. Allez, on avance, on avance, on avance. C'est plus qu'une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Faut qu'on avance. Et donc ouais, vous avez pu remarquer, il y a 2 pneus sur la moto d'Hugo, 2 pneus arrière. Un pneu pour chacune des 2 motos. Donc en fait, ouais, parce que les crampons là, les Anaki Wild, ils sont très bien, soi-disant. Moi j'avoue, crampons, pas crampons, on sent la différence, mais j'ai pas une expertise de dingue sur ce sujet. Hugo en parle de façon beaucoup plus passionnelle en fait, c'est ça, il en parle de façon très passionnelle des pneus là. Moi j'avoue, c'est un pneu quoi. Donc nos pneus avant ils sont pas trop usés, mais les pneus arrière j'avoue les crampons on les a quand même bien limés. En même temps ils ont fait le Népal, la Chine, la Mongolie. Après en fonction de là où on sera on ne trouvera peut-être pas forcément, donc on a anticipé en achetant ce qu'il faut l'empatteur. On passe le péage, on prend la voie rapide et je profite que Mathilde nous emmène doucement vers la frontière russe pour t'expliquer ce que ce pays représente pour nous et pourquoi on a choisi de trimballer 2 pneus en plus. Quand on a quitté la France, on ne savait même pas si on arriverait jusque-là. Traverser la Chine, rien n'était sûr, encore moins la Russie. Avec toutes ces inconnues, impossible de prévoir un visa touristique classique depuis Paris. On s'est dit, pas grave, on le fera en route. On a donc demandé à Delhi, niet. À Ulaanbaatar, niet. Pour les Français, c'est visa touristique uniquement depuis Paris, point barre. Alors il nous restait 2 options. La première option, le visa de transit, 72 heures pour entrer en Russie et ressortir directement au Kazakhstan. En clair, tu rentres, tu sors. Sauf que là, on ne verrait absolument rien de la Russie. Et une fois au Kazakhstan, il faudrait déjà gérer tout l'administratif des pays en ce temps et peut-être même la traversée de la mer Caspienne. Bref, un vrai casse-tête. La deuxième option, le e-visa. 15 jours, simple à obtenir, mais avec une règle implacable. Entrer et sortir par des postes frontières précis. Et depuis la Mongolie, le premier point de sortie autorisé, c'est la Géorgie. 6500 km plus loin, 15 jours pour les avaler. Ça fait 433 km minimum par jour, tous les jours, sans pause. Et le chrono démarre dès la douane. Le jour d'entrée compte, le jour de sortie aussi. Alors voilà le dilemme. 72 heures pour filer au Kazakhstan ou 15 jours pour traverser toute la Russie. Et c'est là que le vrai choix se pose. Est-ce qu'on veut juste passer, cocher un pays de plus, ou est-ce qu'on prend le risque d'y plonger un peu, quitte à s'imposer un défi démesuré? On a pesé, retourné le problème dans tous les sens et au final on a choisi. On a choisi la Russie, on a choisi le défi, traverser cet immense pays de la Mongolie jusqu'à la Géorgie. Et c'est pour ça qu'on se balade avec 2 pneus neufs. Parce qu'en route, si on doit les changer, perdre une journée à chercher les bonnes dimensions de pneus, c'est juste pas une option.
Bon, elle est un peu sableuse celle-là, mais c'est plutôt compacté, ça tient bien, donc on peut quand même bien avancer. Bon après, je fais gaffe à ce que je dis parce que ça se trouve dans 2 secondes ou dans 2 minutes il va y avoir des trucs relous là et ça va être beaucoup plus technique. Donc faut rester concentré et focus. Oh putain, voilà typiquement des petits trucs comme ça là. L'air de rien. Putain, c'est quoi ce gros bâtard là? Ah. Mais t'as un gros 4x4 passe à côté. Les gens ils pensent qu'on est en moto et que c'est facile. Mais là c'est du putain de sable là. Sur les côtés là. Donc monter descendre c'est trop dur. Oh là là. Pourquoi les voitures passent toutes ici là? Ah voilà un mec intelligent. Il va ailleurs, il s'emmerde pas. Putain. Je repasse en première. Ah là là, ça va pas le faire du tout cette histoire. Oh, il y a un camion derrière. Comment je fais? Oula. Oh putain. Je dis, il faut jamais trop s'avancer quand on dit que ça va. Et que ça se fait plutôt bien. Voilà, et lui c'est sûr. Il va s'engager n'importe comment là. Mais putain. Quelle bouffonne! Oh! Que d'émotion cette traversée là! Ah, vous l'attendiez le moment poésie de Mathilde. Eh bien c'était celui-là, fugace mais efficace. Non mais il y a beaucoup trop de monde pour faire de la piste aussi là. Au coucher de soleil, on arrivera à notre hôtel. Ah bah il est là, il est juste là, New Plaza. C'est exactement l'hôtel qu'on avait repéré sur e-Overlander. Donc je pense qu'on va pas s'embêter à aller plus loin. Oh, il y a un bus. J'espère qu'ils n'ont pas pris toutes les chambres. Hein. On va aller voir ça. Sinon bah on va planter la tente. Ce soir, on dort à même pas 1 kilomètre de la frontière. Comme souvent, les zones frontalières n'ont pas grand charme, mais la lumière de cette fin de journée, elle est belle, elle nous apaise. On profite du calme avant que le rythme s'emballe. On bichonne les motos, on les prépare à encaisser des milliers de kilomètres sans broncher. Pression des pneus, nettoyage, graissage, des gestes simples nécessaires, mais parfois un peu longs. Tiens, la mécano en chef va te montrer comment on règle la tension de la chaîne. Non mais ça marche pas du tout là. Ah putain. Fais-le avec le pied. Mais sans taper, juste pousse. Mais tu crois que je fais quoi là? Oh putain. J'ai tout pété je crois là. Un petit coup et hop là. Un petit coup et hop, ça vient tout seul. C'est génial les clés. Comment ça s'appelle déjà? C'est bon, le but c'est juste de desserrer, pas d'enlever. Ah oui c'est vrai. Attends je resserre un coup. Mais... Après il vous faut 2 clés. Le disque de 12. Et en fait l'objectif c'est ça là, la tension elle est pas bonne donc il faut la resserrer. Alors attends parce que j'ai un peu, il y a le doute m'habite en maintenant ça là parce que j'ai la gueule dans le sac. Hop, il faut pas serrer comme une brute hein, c'est pas le but. Mais moi je suis pas brute, je suis hyper douce, sensible et subtile. Après tu regardes les graduations, toujours. Faut savoir compter. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, elle est entre deux là, entre 5 et 10. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ah. En fait c'est très bon pour les hanches, ça étire les hanches en même temps, regarde. Voilà. Maintenant que tout le monde sait prendre soin de sa monture, moi, il me reste encore 2 bricoles à finir. Premièrement, le sélecteur de vitesse de Mathilde. Bon, le sélecteur initialement c'était un SW Motec, mais moi j'ai mis une vis avec un scotch d'électricien et c'est devenu un sélecteur SW Low-Tech.
Réparation MacGyver, hein. De toute façon il n'y a pas le choix, le but c'est d'avancer. Mais ouais, petite chute à l'arrêt et le truc il a éclaté. Le deuxième truc qui a éclaté en Mongolie, c'est ma plaque d'immatriculation, arrachée net par la roue arrière sur une compression trop violente dans la steppe. Pour la plaque c'est système D, c'est stylo, on refait les chiffres et puis on verra. L'idée c'est surtout que les Russes ils fassent pas chier au moment du passage de la douane demain. Sinon je collerai la plaque dessus, c'est pas grave. Moi je l'imprimerai, je la mettrai dans une pochette plastique et je la collerai là. De toute façon ici on a essayé d'en refaire une, ils peuvent pas, il n'y a pas le même alphabet, donc ils n'avaient pas les lettres. Voilà. J'espère que les douaniers seront compréhensifs de ma réparation de fortune. De toute façon, j'ai déjà d'autres idées en tête si jamais ça coince. Mais pour l'instant, je vais surtout rigidifier tout ça avec du bon vieux scotch américain. Allez, une photo souvenir pour nos deux compagnons d'un soir et zou au lit. Ce matin, on s'est levé tôt. L'air est frais, le ciel bas, lourd de nuages. En quittant notre hôtel, une vache mongole s'approche de la route, s'immobilise et nous fixe, comme pour nous adresser un dernier au revoir. Puis l'asphalte s'étire devant nous, droit, sans fin. On roule au milieu de ce décor silencieux, presque suspendu. La Russie nous attend, juste devant. Un pays immense, imposant, rien que le mot fait vibrer. Et depuis des mois, on a entendu les mises en garde, les n'y allez pas, les regards inquiets, les avertissements. Mais là, à quelques centaines de mètres du poste frontière, on coupe le bruit de tout ça. Pas par inconscience, pas par défi, simplement parce qu'on veut voir par nous-mêmes, découvrir ce pays, rencontrer son peuple, sans préjugés, sans filtre. Juste avec nos yeux, nos motos et nos doutes aussi. Alors, avec un drôle de mélange, un peu détendu, un peu concentré, mais surtout heureux d'y être, on se lance dans le passage de frontière. Ça y est, on est en Russie, putain. On vient de passer la frontière, là. C'est le grillage vert là derrière là, c'est les bâtiments de la frontière russe. Putain, on est en Russie quoi. Alors par contre c'est ouf, ils ont des têtes de mongols encore ici quoi, c'est génial. Enfin, il y a un mixte mais voilà c'est trop fort. On est arrivé vers 8h30 côté mongol et puis bah, là il est à midi passé, on a fini quoi, 3h. Hyper rapide hein, finalement par rapport à tout ce qu'on avait lu. Et puis hyper sympa, bah, côté mongol forcément hyper flex, c'est la Mongolie quoi, trop sympa. Et côté russe, bah, très procédurier, hein, donc c'était long au niveau des démarches, hein, tout ce qu'ils remplissent, franchement les gars, j'aimerais pas faire leur taf. Mais très gentil à chaque fois. Il y en a un qui parlait trop bien français, il avait des références, ça allait de Michel Platini, en passant par Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Mbappé forcément, mais il nous a quand même chanté Lolita, il nous a parlé de Mylène Farmer, non mais genre un truc de dingue quoi. Moi je sais même pas citer un artiste russe quoi. Donc c'est ouf quoi. Et puis on a même fait notre première séance d'écriture en russe parce qu'il fallait signer lu et approuver mais en russe sur une feuille, c'était trop fort. Je pense que ça veut rien dire ce qu'on a écrit mais on a fait une ligne d'écriture en russe. Voilà, donc voilà, ils ont contrôlé les motos, fallait un peu tout ouvrir, enlever la selle, bon ça c'est un peu chiant toujours mais franchement genre ça s'est tellement bien fait, rapidement, c'était cool quoi. Vraiment bien. Ils ont tous été cool, sauf la meuf du passeport qui me disait parce que j'avais les cheveux courts sur ma photo de passeport et là j'ai les cheveux longs et ici il n'y a pas de reconnaissance faciale. C'est la meuf, elle prend le passeport, elle te regarde, donc elle me disait mais les cheveux comme ça, dégage les oreilles, elle me parlait en russe, en plus je comprenais pas, alors je lui dis quoi, elle me dit bref, mais c'était cool, sinon non, c'était très cool et je suis très refait d'être ici. Après ça, direction le bâtiment jaune derrière moi. On souscrit à une assurance moto pour 2 semaines, puis un petit repas avant de reprendre la route. Sauf que, au moment de payer, la joie s'est évaporée. Impossible de régler. On avait chargé nos cartes multidevises en roubles, mais niet. On a complètement sous-estimé le poids des sanctions. Bon alors, l'effervescence de l'arrivée dans le pays a été un peu vite dissipée car on fait face à un léger souci mais qui est pas si léger que ça. En gros, on a oublié de vérifier ce léger détail, c'est que les cartes Visa ne fonctionnent pas dans ce pays, donc on ne peut pas
faire de retrait. Les retraits sont impossibles de cash. Et nos cartes ne fonctionnent pas pour payer. Voilà, les cartes ne fonctionnent pas pour payer dans les restaurants, machin, tout ça. Donc on est allé au restaurant là à côté du passage de frontière. Ils ont accepté de nous faire un change de 50 €. Et comme ça, on a pu au moins payer nos assurances moto. Parce que on est obligé de prendre une assurance en Russie pour les véhicules. Et on a pu aussi comme ça manger un bout. Il y avait un groupe de touristes de Singapour dans le restaurant. Et je suis allée les voir parce que eux, ils ont forcément des systèmes, des cartes où tu peux te débrouiller pour faire un virement instantané ou des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est Singapour quoi. Et donc je leur explique notre petit problème. Et en fait, les gens, il y en a 4-5 personnes qui nous ont donné leur reste de cash. Parce que là, en gros, c'est un groupe qui était en Russie et ils passent en Mongolie. Donc ils n'avaient plus besoin de leur cash, de leur rouble russe. Donc ils nous ont donné des roubles russes. Donc en plus de l'argent qu'on a échangé, bon, on a un peu plus de rap grâce à la gentillesse des gens. Voilà, donc on se retrouve contraint par un peu comme en Iran quoi, sauf qu'en Iran on le savait, donc on avait anticipé le truc. Et là la Russie un peu moins quoi. En tout cas, toujours est-il qu'on reste quand même sur un objectif de base qui est on va au lac Baïkal les gars. On va au lac Baïkal. Bah voilà, si on n'a plus à manger, hein. Le veau c'est bon en vrai. Hein. L'horloge du visa tourne. Il faut réfléchir en roulant pour ne pas plus compromettre cette traversée. Quelle est la situation? Nos cartes ne fonctionnent pas. 200 € en cash, c'est tout ce qu'on a. Pas assez pour traverser la Russie. Les solutions? Ouvrir un compte spécial touriste ou s'inscrire à un système de paiement en ligne. Mais rien de sûr, et ça prend du temps. Le temps, on ne l'a pas. L'autre option? Faire demi-tour. Mais un nouveau visa russe, est-ce qu'on l'obtiendrait? Aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que dans 48 heures, on n'a plus un rond, et notre traversée de la Russie a du plomb dans l'aile. Mais il y a le lac Baïkal, Mathilde y tient et moi aussi. Alors on continue, on trace, avec nos doutes, nos poches presque vides et l'horloge du visa qui cogne dans nos têtes. Le reste, on improvisera. Ce voyage, c'est ça, une galère après l'autre. Mais crois-moi, ça nous empêchera pas de lever la tête et de se laisser happer par ces paysages russes, bruts, immenses, qu'on découvre pour la toute première fois. Bon, je vais pas m'aventurer trop parce que j'ai pas étudié encore assez la géographie de la Russie, mais je pense que c'est le fleuve Selanga. Dans le rétroviseur, magnifique ciel bleu. Et là on se relève et c'est le ciel gris. C'est Google qui a le GPS et la carte, mais il me dit qu'en fait notre camping et le lac Baïkal, en gros c'est derrière cette chaîne de montagnes, mais bon un peu plus loin évidemment, hein. Mais c'est dans cet alignement là. Mais la route nous peut faire un détour de 180 km plus au nord pour redescendre. Initialement, on devait traverser cette chaîne de montagnes, mais la route est fermée. Du coup, il faut faire un grand détour et rallonger l'itinéraire. C'est une sacrée journée là parce que on passe à la frontière et on va faire 360 km, ce qu'on fait jamais quoi. C'est énorme. Et beaucoup pour une seule journée, mais on va le faire. T'es pas content du mur de pluie qui t'attend ? On cumule les emmerdes là, hein. Non, c'est pas une emmerde, la pluie c'est la vie. Et bah dans ce cas, vivons alors. Ça y est, on est sous la pluie. Smile back at me. Now's the time, now's the moment. Yeah, now I see. Tell you that there is nothing that's out of reach.
Ça y est, on est sur un sentier. Au bout du sentier est censé se trouver le camping où on veut dormir ce soir au bord du lac. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est ça qui est cool en même temps. Vraiment, je sais pas ce qu'il va y avoir. Là par contre, je sais pas ce qui se passe, c'est trop bizarre, il y a les flics et tout là. La forêt s'assombrit, la route se dégrade, trouée de flaques et de nids de poules. On avance lentement un peu hagard. Est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on peut passer? Aucune idée. Alors on s'arrête et on leur demande notre chemin. On vient de tenter de demander à des Russes s'il y avait bien le camping au bout du chemin. C'est marrant quoi, bah, c'est vrai qu'ils parlent, ils parlent pas anglais quoi. Bon, il y en a un si quand même, il disait 3 trucs, il a compris ce qu'on voulait plus ou moins, donc normalement il est censé y avoir un camping au bout. J'espère que c'est un vrai camping. Enfin j'ai pas envie de faire du camping sauvage parce que on n'a pas d'eau. Voilà. Et je sais pas à quel point on va vraiment être au bord du lac. Mathilde s'inquiète pour l'eau, moi je pense aux 13 000 ours qui traînent dans la région. Il est déjà 21 h, on roule depuis l'aube. Une frontière passée, 150 km de détour, nos finances sans vrac et toujours pas d'endroit où dormir. Perso, je suis éreinté, et malgré les explications des policiers, impossible de trouver ce foutu camping. Alors on continue, on avance, on s'enfonce encore plus dans la campagne russe. Ça y est, on est au lac. Au lac Baïkal. Putain. Waouh, enfin le lac Baïkal. Mais la satisfaction est de courte durée, car la nuit tombe rapidement. Les moustiques attaquent et toujours pas d'endroit où dormir. On s'arrête une nouvelle fois pour demander notre itinéraire, mais sans succès. Alors on lâche l'affaire. On finit par planter la tente au bord du lac, dans le noir complet. La journée s'achève comme ça, fatigué, piqué, paumé. Mais quand on lève la tête, il y a ce silence, ce miroir d'eau sans fin, cette beauté qui fait presque peur. Ce soir-là, au milieu de la magie du Baïkal, le doute prend racine. Parce qu'au fond, on le sait, la suite de notre aventure russe, elle ne tient qu'à un fil. On voit que c'est pas lui qui fait les lessives. Mais il se met par terre alors que c'est propre de ce matin quoi. Nos premières vaches russes. Est-ce qu'elles boivent de la vodka? Je sais pas. En tout cas, elles sont clairement au milieu de la route là. Tu vas pouvoir filmer le beau gosse. Oui bah va pas trop vite que je sois derrière toi. 40, tu peux me suivre?